C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, 6e et dernière session du conseil d'administration du MCA Bénin régional au titre de 2024. Occasion pour faire le bilan des réalisations mais aussi des projections à suivre le point de la séance. Dans l'OME, l'opération de remise des cartes d'égalité de chance aux personnes vivant avec un handicap a commencé. Pour la première phase, 100 cartes sont à distribuer. À suivre également le lancement officiel. Et puis incendie à Lokossa, plusieurs membres d'une même famille ont péri sous les flammes. L'origine du feu est encore inconnue. Le récit des faits, ce sera avec Samirat Chabimane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par les réactions après le message du chef de l'État sur la nation. De Porto-Novo à Parakou, certains Béninois se réjouissent des progrès annoncés par le président de la République. On les écoute. Nous avançons aujourd'hui malgré les grincements des dents. Comme il a dit, la nouvelle génération a pris un nouveau pli. C'est-à-dire, on sait que aujourd'hui, le bien public doit être respecté. On sait qu'on doit travailler pour mériter ce qu'on a. Et quand on va imprimer, moi je l'ai toujours dit, lorsqu'on va imprimer cela à la nouvelle génération, c'est-à-dire que lorsque le système va être maintenu pendant au moins 20 ans, c'est qu'on ne va plus connaître ce que nous avons connu dans le passé. Le chef de l'État, il se dit qu'il est sur le bon chemin et qu'il s'engage à continuer. Et il le dit avec beaucoup de fermeté. Et cette fermeté, lorsque vous suivez le dernier paragraphe de son discours, il a été un peu plus ferme. On aurait souhaité peut-être l'entendre dans un ton un peu plus doux, mais c'est un ton un peu osé. Il n'est pas prêt à faire des concessions, surtout sur le plan politique, parce que pour lui, c'est le développement et il faut foncer. Vous voyez autant que moi, dans presque toutes les grandes villes, la construction des marchés. Vous venez à Parakou ici, vous voyez dans tous les quartiers presque aujourd'hui, la ville de Parakou est aujourd'hui propre et tous les jours vous voyez les bonnes dames qui travaillent. Chacun n'a qu'à prendre là où il est et je suis certain que dans toutes les villes ou dans toutes les grandes communes, quelque chose se fait si l'homme veut dire la vérité. Hier, vous et moi, pour prendre un casier judiciaire, il faut se rendre chez soi. Aujourd'hui, tout est en ligne. Même si tu veux, tout ce que tu veux là, tout est en ligne aujourd'hui. Ton passeport, c'est en ligne, tout est en ligne. Mais si nous ne savons pas que cette modernisation, cette aventure que la rupture a empruntée depuis 2016 est une bonne aventure pour nous les Béninois, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Et pour être sérieux, on ne peut que dire merci. J'ai été vraiment sidéré de voir un chef d'État déterminé à mettre son peuple au travail, étant donné que personnellement j'étais déjà convaincu que c'est au bout du travail que se trouve le développement. Pour quiconque travaille doit pouvoir s'épanouir. Si tout le monde se met résolument au travail, ça devrait en principe booster le développement de notre pays. Et l'autre chose, il a dit qu'effectivement nous avons enregistré beaucoup de progrès, mais aussi il y a des domaines pour lesquels nous devons avoir à travailler davantage. Le simple fait de le rappeler, cela dénote de ce que nous avons encore des défis devant nous, que nous devons tous relever ensemble. Il y a un projet du gouvernement que nous avons appelé microcrédit à l'AFIA. C'est quelque chose de très important. Le chef de l'État a rappelé que c'est dépoussiéré, dépossédé de toute considération politique. Je vous le disais en titre, le conseil d'administration du MCA Bénin régional a tenu sa 6e session, la dernière de cette année. Les travaux visent à passer en revue les actions menées et à faire des projections. Le point avec Alain Sochoumain et Castel Mériton. La 6e session du conseil d'administration du MCA Bénin régional s'est tenue au siège de l'institution avec la présence effective de tous les administrateurs. Au cours de cette année qui s'achève, plusieurs défis ont été relevés. La coordination nationale a notamment travaillé au recrutement et à l'installation du personnel, à la conception des réformes politiques et institutionnelles dans le domaine du transport routier,
à la conduite des études de conception des travaux de reconstruction de la route Boycon-Dassa, au démarrage du processus de sélection des entreprises qui assureront les travaux de ce tronçon, à la reclassification de tout le réseau routier national, à la satisfaction des conditions préalables pour le lancement du compact, pour le premier déboursement des fonds du compact et pour le premier déboursement des fonds liés à la reconstruction de la route Boycon-Dassa. Présidée par le ministre Abdoulaye Biotchane, cette session vise à faire le point des activités de l'année qui s'écoule et les projections pour 2025. Au nom du président de la République, je veux souhaiter à tous et en particulier au personnel du MCA Bénin Régional toutes mes félicitations pour le travail accompli à ce jour. C'est l'un des rares compacts dans lequel le gouvernement investit autant d'argent par rapport au don initial qui est donné par le gouvernement américain. Madame la directrice résidente, je veux vous demander aussi de transmettre à MCC nos satisfactions pour tout ce qui a été fait à ce jour pour que nous restions dans les clous. Et c'est grâce à votre travail ici, mais c'est surtout grâce aux réactions rapides que nous avons eues à ce jour du MCC à Washington. Le Millennium Challenge Account, MCA, est le fruit d'un partenariat entre les États-Unis et le Bénin. Il vise à réduire la pauvreté en accélérant la croissance économique. Après les communes de l'Atakora, l'équipe 5 de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin était dans le département de la Donga. La délégation était face aux acteurs du monde agricole de Djougou pour revisiter toutes les réalisations en leur faveur. Jean-Claude James et Yves Agoudopessi. Au menu de cette séance de reddition de comptes, un seul sujet, les interventions d'environ 9 ans. L'équipe de la Chambre nationale d'agriculture fait le point complet à ses producteurs grâce aux données de l'ATDA Pôle 4 qui prend en compte 3 filières locomotives, à savoir anacarde, soja et manioc. Nous nous sommes retrouvés pour dire, avant la fin du deuxième quinquennat du chef de l'État, il va falloir que nous, acteurs du secteur agricole, filières toutes confondues, que nous nous retrouvons pour évaluer, apprécier tout ce que le chef de l'État et son gouvernement ont pu faire depuis 2016 à ce jour. Les acteurs eux-mêmes apprécient. Je pense que c'est bien si ça pouvait continuer ainsi. Si c'était même le cas depuis avant, je crois qu'on aurait dû corriger beaucoup de choses. Et par rapport aux réformes aussi, surtout au niveau du secteur soja, ils nous ont clarifié beaucoup de choses. Dans les réseaux sociaux, on attendait que pour faire déplacer votre produit du champ, il faut aller à la douane pour prendre non. Un rendez-vous d'échange, une occasion propice pour exprimer ses nouvelles attentes. Pabé nous a donné une calibreuse Parifa et Na aussi nous a donné tricycle. On a eu 2 tricycles de la part aussi des projets. On a eu aussi des décortiqueuses. On a eu beaucoup de choses. J'aimerais que le gouvernement aussi essaie de contribuer au niveau de l'industrialisation, surtout au niveau de nous les transformatrices. Là. Au niveau de réalisation, dans notre domaine, il y a une boucherie qu'ils ont réaménagée. Il y a encore des graines de semences pour les animaux. Et nous aimerions que le gouvernement nous aide pour les forages et encore aussi et de nous créer encore des postes de vente des intrants. Parce que les gens quittent de 40 km pour venir chercher les engrais, des fois ils n'en trouvent pas. À travers 9 équipes, l'institution consulaire est en tournée dans les 77 communes du Bénin. Cette descente sur le terrain sera suivie d'une rencontre nationale qui va déboucher sur un rapport à soumettre au chef de l'État. La retenue d'eau de Gwandarou est sous la menace d'un assèchement. Ce point d'eau qui est au cœur de toutes les activités agro-pastorales à Gwané, un gros village de la commune de Gogounou, connaît depuis peu un ensablement continu. Face à ce phénomène, éleveurs et maraîchers lancent un appel de détresse. En tournée dans la région, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin s'est enquis de la situation. Renaud Akapo et Wenceslas Aroimo. À Gwané, un des villages de la commune de Gogounou, les villageois doivent leur survie à la retenue d'eau de Gwandarou. C'est ici que la coopérative villageoise s'approvisionne en eau pour ses activités de maraîchage
C'est également autour de ce point d'eau que les éleveurs font la ronde avec leur bétail de jour comme de nuit. Autour de la retenue, nous avons un groupement maraîcher, la coopérative maraîchère de Gbandaro qui exploite le site. On a des éleveurs qui viennent faire pâturer, boire leurs animaux aussi. Et on a tous les usagers du village qui viennent aussi pour leurs besoins spécifiques. Comme vous pouvez constater autour, on a du riz, on a un peu plus loin du maraîchage. Il y en a qui font du maïs aussi. La cohabitation entre éleveurs et maraîchers n'est pas exempte de toutes difficultés. Les difficultés qu'on a ici, c'est juste avec des éleveurs. Mais comme on a tissé des relations avec la TDA, la CEL communale et l'Union communale des producteurs des maraîchers, on a vu le président communal des éleveurs de la commune. On a discuté, donc depuis ce temps, ça a diminué. Mais le sujet le plus préoccupant ici est l'ensablement du point d'eau. Le péril est imminent et SOS est lancé en direction des pouvoirs publics pour sauver cette précieuse source d'eau. Le problème qu'on a au niveau de notre retenue, c'est que d'ici une semaine, il faut qu'on fasse tout possible pour arrêter l'eau qui coule à côté. Pourquoi? Parce que là, l'eau entre là, s'il y a ensablement, c'est de trop. Donc si on ne ferme pas vite, l'eau tarit. Arrivé au constat, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a touché du doigt la dure réalité que vivent ces populations. L'enjeu est de taille ici, car ce point d'eau est au cœur de toutes les spéculations. Le marché de Gounaru, qui étraîne encore ses œufs de volaille et ses fromages de lait de vache, doit aussi sa survie à cette retenue d'eau. C'est parti pour la remise des cartes d'égalité de chance aux personnes vivant avec un handicap dans le département de Lomé. L'opération est officiellement lancée par la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Pour cette première phase, 100 cartes sont à distribuer. Les précisions avec Vitis Aroukhe et Michel Ebé. Les personnes en situation de handicap dans la commune de Semekoji entrent en possession de leur carte d'égalité de chance. Ceci au nom de l'inclusion sociale de ces personnes à ce lancement départemental de la remise des cartes d'égalité de chance à Semekoji. 24 bénéficiaires reçoivent leurs pièces. La carte d'égalité de chance est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne en situation de handicap qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets d'application pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. La carte d'égalité de chance offre plusieurs avantages aux personnes vivant avec un handicap. Il s'agit entre autres des exonérations pour l'achat du matériel de mobilité adapté aux handicapés et l'octroi des aides financières aux étudiants handicapés. 100 cartes disponibles dans le département, mais la commune de Semekoji a eu la chance d'avoir 24 cartes. C'est une chance pour vous, c'est une chance pour nous, mais nous devons remercier le gouvernement du président Patrick Talon. Aucune couche ne sera de trop dans les réformes du gouvernement du président Patrick Talon. Les bénéficiaires de cette carte d'égalité de chance dans la commune de Semekoji ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement pour ses multiples actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et c'est plutôt un événement malheureux qui retient l'attention au quartier Agnivedji dans la commune de Lokossa. Un incendie d'origine inconnue a emporté plusieurs membres d'une même famille. Le récit des faits avec Samirat Tchabimane. L'origine du meurtrier incendie qui s'est déclenché aux environs de 2 heures du matin dans la nuit du 19 décembre 2024 reste toujours un mystère. Aux dernières nouvelles de ce drame qui a plongé tout le quartier Agnivedji, pas loin de l'université de Lokossa, on dénombre 3 morts, tous d'une même famille. Une famille qui, depuis une semaine,
pleurent déjà le départ de la grand-mère. J'étais au village quand on m'a informé de ce que la maison de notre grand-mère décédée une semaine plus tôt a pris feu. Le constat sur place est déplorable. Le feu, dont nous ignorons l'origine, a fait 2 victimes sur place malgré l'intervention des voisins et des sapeurs-pompiers. C'est la désolation et l'incompréhension malgré les efforts combinés des voisins et ceux des soldats du feu. Vraiment, nous ne savons pas comment les choses sont passées. Ça fait vraiment triste. Les forces républicaines aussi sont à notre secours. Les sapeurs-pompiers, nous les remercions beaucoup. Et je remercie toute la population. S'il y a des cris de détresse dans la nuit, il faut que nous formons une famille et ensemble, on va essayer de nous aider. Ce drame intervient à un moment où se tient la réunion ordinaire de la conférence administrative départementale au titre du 4e semestre de l'année 2024, dont l'un des points porte sur les dispositions prises pour une meilleure sécurisation des fêtes de fin d'année. On en vient justement à cette dernière conférence administrative départementale. Arnaud Segla-Agon, secrétaire général du MONO, fait le point des dispositions sécuritaires au micro de Evariste Zoumoron et Samirat Tchabimane. Les forces de sécurité et de défense, en collaboration avec les autorités politico-administratives, ont mis en place un contrat social avec les populations à travers ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. Dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, nous avons constaté sur le terrain une franche collaboration entre les chefs de village et de quartier de ville de notre juridiction administrative avec les forces de sécurité et de défense. Les patrouilles nocturnes et diurnes sont multipliées. Des mesures sont prises pour démanteler les ghettos. Nous avons demandé au directeur départemental de la police républicaine d'intensifier les actions allant dans le sens de la protection des grands rassemblements au niveau donc de notre juridiction administrative et surtout la sécurisation des symboles de l'État au niveau du département. Multiplier les séances de sensibilisation à l'endroit non seulement des élus locaux, mais aussi des populations en général par rapport à leur rôle et responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche coproduction de la sécurité. Nous n'avons pas oublié les essais de vitesse. Des forces de sécurité ont été déployées sur le terrain pour donc contrôler, surveiller et anticiper sur les éventuelles velléités au niveau donc de notre juridiction administrative. De nouveaux tests réglementent désormais le secteur touristique. Ils contiennent des innovations visant à le dynamiser. Une tournée nationale de vulgarisation a été initiée pour sensibiliser et informer les opérateurs économiques. Abdoulofou Idrissou et Doka Sito Tchaledji nous font le point de l'étape du Borgo. Sont réunis à cette séance d'information les promoteurs d'hôtels, de restaurants et les acteurs du guidage touristique. Ils s'approprient les nouveaux textes réglementaires des établissements d'hébergement touristique, de restauration et assimilés, des agences de voyage et des guides de tourisme. Désormais, nous avons des classements des hôtels qui sont contenus dans ces tests, les conditions d'exercice, la classification et la catégorisation, de même que les sanctions et le contrôle. Les sanctions en cas de non-respect de ces différents tests. Ces nouvelles réglementations visent entre autres à favoriser le tourisme durable et inclusif et à protéger surtout les droits des acteurs et des consommateurs. Le ministère de l'Intérieur était la porte d'entrée des établissements de restauration. Désormais, c'est le ministère du Tourisme, c'est une innovation majeure parce que nous nous soucions de la qualité de service dans la restauration. Les agents de voyage sont aussi réglementés, les guides de tourisme n'était pas du tout réglementé. Désormais, cette profession-là dispose de tests et nous avons
3 catégories de guides et 2 types, des guides des milieux naturels, des guides culturels. Et nous avons les guides locaux qui ne peuvent opérer que sur une station touristique. Nous avons les guides nationaux qui peuvent opérer sur toutes les stations touristiques du pays. Et nous avons les guides régionaux qui peuvent opérer dans n'importe quel pays de l'UEMOA. Ce nouveau cadre juridique pour la réglementation des activités de tourisme permettra d'assurer la qualité des services pour une modernisation réussie. Au sport, le Ghana et le Nigeria sont en finale de la Coupe UFOA-B Filles U17. Les 2 équipes ont battu respectivement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Dans le premier match de la demi-finale, l'équipe ghanéenne a très tôt pris les choses en main. Les Amazones, quant à elles, ont résisté longtemps avant de céder face aux Nigérianes. William Bassabi et Jules Kweikou. Face au Bénin, le Nigeria s'offre la finale du tournoi UFOA-B U17 par un coup du destin. De quoi remercier le ciel pour sa bienveillance pendant que Deogracia Sebi, l'une des joueuses phares du Bénin, est inconsolable par sa partenaire Zouebat Boukari au coup de sifflet final. On a eu des occasions un pénalty bien clair que l'arbitre n'a pas sifflé. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai, je ne juge pas le travail de l'arbitre, mais je pense que les mêmes règles doivent être appliquées à tout le monde. Donc si on refuse un pénalty qui est clair, et puis de l'autre côté, on accorde ça à l'équipe adverse, on dirait que nous ne jouons pas le même jeu. Il y a d'autres qui sont favorisés par contre d'autres. Donc. Dans cette seconde affiche des demi-finales, jouée en nocturne, le Bénin a fait douter le Nigeria, auteur de 12 buts en 2 matchs. Motivés, agressifs et appliqués, les Béninois bousculent les Nigérianes dans leur certitude et gagnent au fil des minutes la sympathie du public qui n'a Dieu que pour les jaunes. Le premier acte se solde par un 0-0 avec un ascendant psychologique des filles du coach Azonsou. Les filles ont respecté les consignes. Nous avons mis l'adversaire en difficulté. Voilà, donc comme vous le savez, à la mi-temps, chacun revoit ses copies. Parti sur les mêmes bases que la première période, le Bénin fait déjouer son adversaire qui échappe à un pénalty suite au fauchage de Mouibat Awena en pleine surface de réparation. Derrière, le bras légèrement décollé de la défense béninoise est sanctionné par un coup de pied de réparation transformé par Marie Luki à la 70e minute. 1-0. 79e minute, incompréhension entre la gardienne et la capitaine béninoise. Puis Marie Efiong profite de cette situation et porte le score à 2-0 pour le Nigeria. Épuisées par cette rude bataille, les Béninoises ne reviendront plus à la marque. Elles plient l'échine devant l'équipe grandissime favorite de la compétition, non sans combattre. Vrai, la communication n'était pas si trop, c'était un peu bas. Après avoir marqué le premier, on était un peu découragés. Et la gardienne et moi, on n'a pas pu bien parler, sauter et le ballon est entré dans les filets. On n'a pas plus communiqué entre la gardienne et moi. Avant cette demi-finale très disputée, le Ghana a décroché sa qualification pour la finale en disposant de son voisin, la Côte d'Ivoire, sur le score sans appel de 5-0. Le dossier du jour nous emmène à la découverte d'un passionné du cuiron. Il a déjà fait partie de la sélection nationale des U17. Angelo Akomola, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était en vue en mai dernier à Accra pour le tournoi UFOA-B U17 hommes. La division sport nous emmène à la rencontre de cette future étoile du football béninois avec Blaise Adampo. Je m'appelle Akomola Angelo Boga Luciano. C'est un joueur imposant, le jeune Angelo Luciano. Il allie technicité et vision sur le terrain. Milieu défensif, il est le capitaine des Guépards U17. Mais avant, il a déjà été présélectionné avec les U20. Dans mon village, ce qui s'appelle Tcheti, on joue chez nous. Et il y avait un grand club qui s'appelle GSA et qui gardait des catégories par catégorie. Et que je suis parmi les catégories et moyen de 10 ans. Ouais, je m'entraînais avec eux, on faisait tout. C'est de là et mes parents ont décidé de m'envoyer dans un centre. J'avais commencé par m'entraîner avec eux et on m'a encore appelé au centre que je peux intégrer. J'avais intégré le centre en 2021.
J'ai commencé par faire, on a joué, on a fait. Ouais, c'est de là et on avait notre centre à organiser genre des tournois comme pour les centres de formation à Abomey et on était là, j'avais joué, c'est de là et le coach de U20, Mathias Tegueno, il m'a vu, il m'a encore appelé en U20 et en U20 pour les Jeux africains à Accra. Et malheureusement, mon âge était trop petit, j'avais pas compétit avec eux, j'étais resté à la maison. Entre la formation à l'académie CAFO Football de Otola et celle sur le tard et sur les terrains de football, le joueur de 15 ans a su vite faire la différence. On ne va pas comparer les centres quand j'étais au village, non, c'était pas organisé. Mais au centre, tout est organisé. L'air de sommeil, l'air de manger, tout est bien structuré. Donc il y avait tout, les heures de l'apprentissage de la langue, français, espagnol, anglais, l'air de l'entraînement, l'air pour aller à l'école, tout est bien organisé. Je mange à l'heure, je dors à l'heure. Mais chez moi, là où j'avais commencé pour l'enfance, je partais jouer seulement. Cette différence lui permet de vite se rendre compte des réalités du haut niveau. Lui qui a de grandes ambitions. C'est pour cela qu'il met du sérieux dans ses entraînements à l'académie, mais également en sélection. Je dois d'abord travailler fort et mouiller le maillot pour que je joue dans les hauts niveaux en football. Ouais, je joue dans les hauts niveaux en football. Pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas jouer par la Ligue des Champions? Je dois jouer les Grepa 23, faire plaisir, me montrer au pays. Angelo Okomola, en tant que personne civile, aime communiquer avec son vis-à-vis. Cette attitude se remarque aussi sur le terrain pour le jeune capitaine des Guépardos. Sur le terrain, je parle beaucoup, j'encourage beaucoup. La force d'Angelo sur le terrain, lui n'aime pas que son équipe perde le match. Et lui, il communique beaucoup. Voilà, il défend son poteau. Il n'aime pas que l'adversaire rentre. L'adversaire voit son gardien. Ouais, le plus important pour lui, c'est de gagner les matchs. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B catégorie U17 à Accra en mai 2024 a permis à l'académicien de CAFO Foot de Otola de faire valoir son talent. Un talent que le jeune joueur peut continuer à faire éclore pour toujours briller comme une étoile. Faisons maintenant le tour de l'actualité internationale avec Gloria Oni. Le président français Emmanuel Macron rencontre le premier ministre éthiopien à Addis Abeba pour un entretien bilatéral où il sera notamment question de la restauration du patrimoine. En Éthiopie, Emmanuel Macron et le premier ministre éthiopien ont visité le musée automobile. La police nigériane tient une conférence de presse après que plusieurs personnes aient été tuées et d'autres blessées lors de distribution de nourriture à Abuja et Okija. Le porte-parole des forces de police déclare aux journalistes que toute personne organisant de tels événements doit s'assurer de l'implication des agences de sécurité, ajoutant que toute négligence de leur part est criminelle et ne sera pas tolérée. Des maisons détruites, des arbres déracinés et des milliers de personnes déplacées quelques jours après que le puissant cyclone Chido ait touché la terre au Mozambique le 15 décembre. Selon l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes, on estime à 73 le nombre de morts et des centaines le nombre de blessés. Les ONG locales et internationales se démènent actuellement pour fournir des produits de première nécessité aux survivants de la tempête. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.